Alors aujourd'hui, on va aborder un cas qui, malgré le fait que ça se passait en 1833, qui est toujours d'actualité. Et je parle ici des homicides domestiques commis par un conjoint, bon, jaloux, manipulateur et tout ça. Donc, on a l'impression que ça prend de l'importance aujourd'hui depuis quelques années, voire depuis quelques mois, avec l'utilisation à répétition depuis à peu près un an de l'expression féminicide et tout ça pour décrire les meurtres dont les femmes sont victimes. En majorité, bon, par des conjoints, tout ça, mais féminicide, c'est un terme assez large qui nous dit pas grand-chose. Mais ici, bon, l'homicide domestique par un conjoint, malgré le fait que là, on est séparés de presque 200 ans, il n'y a presque pas, vous allez voir là, que la description ne fait quasiment pas de différence avec ce qui pourrait être survenu aujourd'hui. Donc, la victime de notre dossier d'aujourd'hui s'appelait Euphrasine Martineau. Je ne vous cacherai pas que le prénom, évidemment, est plus tellement populaire de nos jours. On comprendra pourquoi. Mais Euphrasine, quand même, là, il ne faut pas se moquer de son nom parce que c'était une victime typique, là, comme on va le voir. Donc, elle avait 18 ans au début de l'année 1833. Donc, au début de l'année 1833, on va voir que par la suite, bon, en tout cas, du moins selon les journaux, le mariage se serait produit aux alentours à peu près du 8 janvier. Elle a épousé Adolphus Dewey, qui, lui, avait 21 ans. Mais rapidement, écoutez, ce mariage-là n'a vraiment pas duré longtemps. Dès les premiers jours, ils sont allés vivre en pension chez quelqu'un. Et déjà, le comportement de Dewey a attiré l'attention de certains témoins. Et on a vite constaté que Euphrasine était maltraitée, était battue, et tout ça. Et même le père d'Euphrasine, Louis Martineau, a vite constaté que sa fille, finalement, s'était embarquée dans un cercle vicieux, si on veut. Alors, c'est toujours dommage pour un père de constater ça, que sa fille est victime de violence et tout ça. Et, Dewey est allé jusqu'à l'empêcher. Non seulement il la frappait, tout ça, mais on voyait qu'il y avait un contrôle. Là, on le voit dans la description des faits qu'il était un manipulateur et tout ça. Donc, Dewey l'empêchait parce que Euphrasine avait l'habitude, comme plusieurs, à cette époque-là, plusieurs personnes, d'aller à la messe tous les dimanches, d'aller à l'église régulièrement. Et Dewey a commencé à l'empêcher d'aller à l'église. C'est déjà un signe, vous me direz que plus personne va à l'église aujourd'hui, mais c'est quand même un signe, il faut le voir comme ça. On ne le voit pas d'un côté religion, mais pas du tout. Mais il faut le voir de l'aspect manipulation, dans le sens qu'il l'empêchait de sortir, donc de sociabiliser avec d'autres personnes. Parce que oui, il y a la messe, mais les gens allaient là aussi pour sociabiliser, pour parler sur le perron de l'église après ça, soit avant ou après la messe. Ou tout ça. Fait que c'est une sortie parmi tant d'autres. Alors, s'il l'empêchait de voir des personnes, des connaissances, ses amis et tout ça, donc il faut voir un côté assez manipulateur. Et le 24 mars, quelques semaines avant, on parle du début du mois de mars. Elle a fini par déménager, ça marchait tout simplement pas, là, ça n'avait pas de sens, cette affaire-là. Donc, Euphrasine est retournée vivre chez d'autres personnes séparées de son mari, faut-il le dire. Évidemment, il restait marié à cette époque-là. Les divorces, c'était assez rare. Mais ce qui surprend, c'est qu'il a continué quand même à la fréquenter. À la toute dernière minute, Euphrasine est retournée vivre chez son père, donc Louis Martineau. Mais c'est ça, il a continué quand même à le fréquenter parce que, disait-on, on l'a vu dans un journal, dans un article de journal, apparemment qu'elle l'aimait encore. Donc, peut-être le syndrome je ne vais pas faire de la psychologie à Saint-Sou, mais on parle ici probablement du syndrome de la femme battue et tout ça, qui, espérait probablement le changer, qu'il allait s'améliorer et tout ça. Bref. Fait que... elle est allée vivre chez son père, mais le 24 mars, après la messe, on les a vus,
marcher ensemble, bras, main, presque main dans la main. Là, on parle ici accroché à son bras, à son mari. Il est retourné à sa boutique. On parlait à cette époque-là de la boutique de Monsieur Roy. Là, ici, on parle de Montréal. Là, évidemment, c'est le quartier à l'intersection des rues Saint-Paul et Notre-Dame. Donc, il y avait une boutique là qui appartenait à M. Roy. Et, Dewey avait ces appartements-là. Donc, il pouvait dormir là. Donc, c'est là que le drame est survenu. Le drame qu'on va raconter après, ça vient de la bouche même de la victime, donc de Euphrasine Martineau, qui a pu raconter avant de mourir comment ça s'était passé. Mais bref, ça a été assez violent. Il l'a attaqué à coups de hache avant de lui trancher la gorge. Alors, Euphrasine a vraiment vécu l'horreur et tout ça. Et ce n'est pas fini parce que Euphrasine était enceinte à ce moment-là. Ce que peut-être le mari ne savait pas. Elle a confié ça au docteur à la dernière minute. Donc, voilà, je vais quand même faire un résumé de la suite avant de voir les journaux. Parce qu'on va voir que les journaux ont quand même assez détaillé l'affaire, donc ont quand même élaboré beaucoup là-dessus, ce qui est intéressant d'ailleurs. Mais pour résumer, faire la boucle de ce résumé-là du dossier, Dewey, après avoir commis ce qu'il pensait, il pensait qu'évidemment qu'elle était déjà morte le 24 mars, mais elle a survécu encore quelques jours. Et lui, il a pris la fuite jusqu'aux États-Unis. Mais les autorités, malgré ce qu'on pourrait croire, des fois que les autorités étaient moins efficaces en 1833, mais on a quand même réussi à le retracer et à le ramener ici assez rapidement parce qu'il a subi son procès au mois d'août 1833, donc quelques mois seulement après le crime. Et il a été condamné. Donc il a été pendu à Montréal le 30 août à la place Vauquelin. Ça, c'est situé entre la place Jacques-Cartier et le Champ de Mars. Pour ceux et celles qui habitent Montréal, vont se reconnaître assez facilement. Alors maintenant, passons aux journaux, du moins ce qui a été écrit à l'époque. Vous allez voir qu'il y a des petites surprises. On a même la déclaration de M. Dewey, que Dewey a faite sur l'échafaud en s'adressant à la population. Donc, le meurtre d'Euphrasine Martineau a probablement été un des cas les plus médiatisés au Québec parce que, ici, je cite Le Canadien, le journal Le Canadien du 26 août, lundi 26 août 1833. Donc, si je descends un petit peu ici, on constate qu'en haut à gauche, mon procès d'Adolphus Dewey. Alors, toute cette page-là est consacrée au procès. Les résumés des témoignages rendus au procès de M. Dewey. Donc, c'est pas rien, tellement que, quand on cherche à gauche et à droite, je peux vous dire que, selon mon expérience, plus on remonte dans le temps, les cas précédents, par exemple, on ne trouve très peu de détails sur les procès, voire pas du tout. Ce qui est triste, là, mais là, au moins, on commence à tomber dans une période encore plus encourageante. Donc, non seulement les enquêtes de coroner sont venues à notre secours depuis déjà quelques décennies, avec l'arrivée des Britanniques, comme je l'ai déjà dit. Alors là, c'est les journaux qui commencent tranquillement à décrire un peu plus les procès. Donc, on se rendait peut-être compte à ce moment-là, je ne veux pas faire de la sociologie, là, mais on se rendait compte peut-être un peu plus du côté des médias que, ça avait de l'importance de décrire ça. Donc, il y avait de l'intérêt du côté de la population, à savoir pour connaître les faits judiciaires. Donc, de toute façon, ces faits judiciaires-là, malgré ce que certaines personnes en disent, c'est public et c'est même très, très, très d'intérêt public. C'est intéressant, oui, mais on apprend aussi sur le comportement humain dans ça, donc c'est très, très utile. Donc, ici, le premier paragraphe de l'article décrit un peu l'indictment contenait 6 chefs d'accusation. Vous aurez compris que c'est un gros anglicisme. Ici, l'indictment, c'est l'accusation, dans le fond, l'acte d'accusation. Puis je vais en mentionner un petit bout parce que c'est intéressant à quel point que ça a changé, ça aussi. Donc, numéro 1, l'acte d'accusation accusait M. Dewey d'avoir causé la mort de son épouse par un coup de hache sur le côté gauche de la tête au-dessus de la tempe. 2, chef numéro 2,
par une semblable blessure sur le côté droit de la tête au-dessus de la tempe. Bon, là, je ne sais pas si vous êtes familier un petit peu, mais vous allez voir, vous allez le devenir si vous êtes un ou une fidèle à ma chaîne YouTube. Vous allez voir que les actes d'accusation ne seront pas comme ça. Ça va être beaucoup plus précis du côté code criminel, si on veut. Mais là, on est en 1833. Et le code criminel va apparaître seulement en 1892, officiellement. Je pense qu'il va être appliqué seulement à partir de l'année suivante, donc en 1893. Donc, on a encore plusieurs années, on y allait selon la jurisprudence, évidemment, britannique. Mais quand même, là, c'est pour ça que les actes d'accusation, vous allez voir, ça va changer. On va citer le numéro de l'article du code criminel, par exemple, tout ça, tandis que là, ici, on décrivait quasiment les blessures pour décrire l'acte d'accusation. Bref, je voulais passer rapidement. Ici, même l'article va jusqu'à nommer les jurés. Donc, voilà, vous avez les noms des jurés ici, les 12 jurés. Donc, vous avez peut-être des ancêtres parmi ça, on ne sait jamais. Ça, c'est une pratique qui était peut-être pas régulière, mais qui va rester quand même très longtemps. On va nommer au moins encore pendant quasiment un siècle. Là, je sais que c'est arrivé dans l'affaire Alexandre Lavallée à la fin des années 1920. Je parle ici évidemment à Trois-Rivières. On avait nommé aussi les noms des jurés. Donc voilà, si vous pensiez à ce moment-là rester anonyme comme juré, ben c'est foutu. Donc, premier témoin ici, on le voit, il faut comprendre qu'à cette époque-là, faire des espaces entre les paragraphes, c'était peut-être pas leur force, mais on voit ici Louis Martineau est le père de la défunte. Donc, le prisonnier, selon lui, c'est le résumé de son témoignage. On aura compris qu'on n'a pas les questions ni les réponses. Ben, on n'a pas les questions, mais c'est souvent juste les réponses qu'on a ou un résumé des réponses. Mais on voit tout ça, ce que je vous ai résumé au départ. Je me suis inspiré aussi de ça, de ce qui a été écrit dans ça. Je vais juste passer un peu vite parce que là, c'est sûr qu'on pourrait s'attarder. Si vous voulez lire au complet le procès, bien, libre à vous. Hein, c'est ça, je vous ai dit, dans le Canadien du 26 août 1833, vous pouvez aller le lire sur le site de BANQ. C'est très intéressant. On va s'attarder ici au docteur Arnoldi. Le docteur Arnoldi, on va le regarder plus en détail. Donc, est venu lui demander le 24 mars dernier de se transporter chez M. F. Roy, où il était arrivé. Donc, on aura compris tantôt que la boutique de M. Roy, c'est la scène de crime, finalement. Donc, c'est là que Euphrasine Martineau a été découverte ensanglantée. Bon. Il s'y est rendu et passant par les appartements de M. Roy, il a trouvé dans sa cuisine une personne étendue sur un matelas, placée sur le plancher, baignant dans son sang. Elle était couchée, ici évidemment on parle d'Euphrasine, elle était couchée sur le dos et le sang lui coulait dans le gosier. Elle était sur le point d'étouffer. Il l'a mise sur le côté et elle est revenue. Donc, on peut dire revenu, peut-être revenu à elle, là, repris conscience, probablement. Ensuite, le docteur Nelson est arrivé dans ce temps et l'a aidé à porter la défunte sur un lit. Se sentant indisposé ce matin-là, il avait envoyé quérir son fils, qui est aussi venu à peu près dans le même temps. Ayant découvert le coup, il trouva une coupure partant de l'angle de la mâchoire gauche au-dessous de l'oreille et venant jusqu'au devant du cou, divisant la trachée. Donc, une blessure assez importante, mettons. Une autre coupure semblable sur le côté droit du cou et une troisième sur le derrière, de sorte qu'il n'y avait pas deux doigts de large du cou qui ne fussent pas coupés. Mettons, si je comprends bien, c'est que la coupure faisait pratiquement tout le tour du cou. Le docteur Nelson lui recousit le cou, de sorte qu'elle pouvait articuler. Mais, comme ils étaient sur le point de s'en aller, on vint leur dire que la défunte se mourait. Ils trouvèrent en effet que le sang qui coulait d'une petite artère qui avait été coupée se ramassant dans son gosier
l'étouffait, ce qui les engagea à défaire la couture afin de laisser écouler le sang. Vers 10 à 11 heures, elle fut transportée chez son père. Vers les 2 heures de l'après-midi, il fut l'y voir, donc il est allé la voir, c'est ce que je comprends, et ayant trouvé que l'hémorragie avait cessé, il lui recousit le cou. L'ayant ensuite fait déshabiller, il lui a examiné le corps et a trouvé plusieurs meurtrissures qui paraissaient avoir été faites 3 ou 4 jours auparavant. Donc là, j'en déduis que quand on l'a déshabillée, on a examiné le corps, elle devait déjà être décédée à ce moment-là. Donc ça devait faire partie de l'autopsie, j'imagine. Le prochain paragraphe, je vous le résume, là, c'est le docteur Arnold dit qui s'apprêtait à révéler des paroles de la mourante, parce que la mourante lui a parlé avant de décéder. Et normalement, ça c'est considéré comme du oui-dire, parce qu'on ne peut pas rapporter des paroles de quelqu'un qui est décédé. Mais le juge a quand même permis de le voir pourquoi. Ça, c'est une règle qui n'est pas inhabituelle, qui a été, qu'on va voir, je pense, à quelques reprises dans le temps plus tard. Mais le fait qu'elle savait qu'elle mourrait, donc ça devient différent, les paroles à ce moment-là. Donc, ils prennent plus d'importance. C'est pourquoi le juge, je ne pourrais pas vous expliquer toutes les clauses juridiques par rapport à ça, mais c'est pourquoi le juge a permis. Et le témoin a alors continué, et c'est là que vous allez voir, ça devient intéressant et même assez touchant d'un certain côté. Le témoin alors continua, ayant entendu dire que la défunte était enceinte, belle grosse faute ici, je lui fis quelques questions sur son état, sur quoi elle fit sortir le monde qui était dans la chambre et me dit de fermer la porte et me dit, bon, là c'est la confidence entre elle et le médecin. Je vais vous dire cela et bien d'autres choses. Avant de mourir, je vais vous faire part de la manière dont est arrivée cette catastrophe. Je suis parti de bon matin avec Dewey pour aller à la messe. Je n'avais rien observé d'extraordinaire dans sa conduite ce jour-là. Au sortir de l'église, il me proposa d'aller au magasin. Il a ouvert la contre-porte de fer et nous y sommes entrés. Il a ensuite allumé 2 chandelles. J'étais au bout du comptoir près du châssis. Dewey s'avança vers la porte qui donne sur la rue et qui se trouve près du châssis où j'étais. Et il dit, « Tiens, il y a longtemps que nous faisons mauvais ménage ensemble, il faut que cela finisse ici. » Voilà, c'est la phrase choc, là, comme on dit, qui semble avoir tout déclenché par la suite. Je croyais, d'après sa manière de parler, qu'il badinait. Donc, sur le coup, elle a pensé que ça voulait rien dire, que c'était des blagues, mauvaises blagues, là. Mais non, au contraire, il se saisit d'une hache qui était près de la porte pour m'en frapper. Je cherchais à me protéger contre le coup. La hache s'est détournée et elle a cassé une vitre dans le vitraux. J'ai entendu tomber les vitres et j'ai perdu connaissance. Quand la connaissance m'est revenue, j'ai entendu fermer la porte vitrée et ensuite la porte de fer. J'ai pris une des chandelles et j'ai voulu m'enfuir par la porte de devant, mais je l'ai trouvée fermée. Alors j'ai gagné la porte de derrière et je suis sorti. Je me suis rendu dans la cuisine de M. Roy en montant par l'escalier derrière la maison. Le témoin ajoute, je lui ai demandé, donc là c'est le médecin qui parle, je lui ai demandé si elle avait connaissance quand on lui a coupé le cou. Elle m'a répondu, quand j'ai repris connaissance, j'ai été surprise de trouver que j'avais le cou coupé. J'ai demandé à quoi elle attribuait son évanouissement. Elle m'a répondu, c'est probablement l'effet des coups que j'ai reçus sur la tête. Je lui ai alors examiné la tête, plus particulièrement, mais je n'y ai rien trouvé qui ait fixé mon attention. Je l'ai visité de nouveau lundi, entre 8h et 9h du matin. À cette occasion, je lui ai demandé si elle se rappelait ce qu'elle m'avait dit la veille. Elle a répondu oui, j'ai connaissance d'avoir dit cela, et je n'ai dit que la vérité. Je lui demandai si elle avait quelque chose à ajouter. Elle a répondu qu'elle n'avait rien à dire. Et donc, plus loin, on apprend aussi qu'elle était enceinte et que malheureusement, évidemment, elle ne devait pas avoir assez... la grossesse ne devait pas être assez
avancer pour que l'enfant soit viable, dans le fond. Donc, 4 jours après, donc on estime que c'est le 28 mars, elle a fait une fausse couche et le bébé est décédé. Maintenant, on va se transporter au 2 septembre 1833. Cette fois, on a compris là, que Dewey venait d'être pendu 2-3 jours auparavant. Ce qu'il y a de spécial qui s'ajoute aussi dans cette affaire-là, c'est que M. Dewey, celui qui a tué sa femme, finalement, le fameux manipulateur, contrôleur, etc., il a fait une déclaration sur la potence avant de mourir et c'est ce qu'il y a de particulier, c'est que cette déclaration-là a été publiée dans le journal. Alors ici, on peut la retrouver. C'est pas tellement long, donc je vais d'ailleurs vous la lire. Il l'a écrit, si on voit dans le bas ici, A. Dewey. Il l'a écrit à la prison de Montréal le 30 août 1833, donc la veille de son exécution. L'adresse de Dewey se lit comme suit. Et on va l'analyser un petit peu ensemble, là, sans aller en profondeur. Je ne suis pas psychiatre, mais bon, il y a des choses qu'on apprend dans la vie qui ne mentent pas. Donc, l'adresse de Dewey. Chers compatriotes et frères en Dieu, sur le point de comparaître au tribunal du souverain juge, je ne partirai pas de ce monde sans réparer autant qu'il m'est possible les fautes dont je me suis rendu coupable, après en avoir demandé pardon à Dieu dans toute l'amertume de mon cœur. Bon, libre à vous de croire cette première phrase, mais déjà on fait référence à la religion et des... C'est pratiquement ésotérique, cette première partie-là, tant qu'à moi. Je demande pardon à vous et à toute cette ville du scandale dont j'aurais pu me rendre l'auteur. Je demande aussi pardon, mais même cette phrase-là, ça me fait penser que je demande pardon à vous, c'est comme s'il avait peur de... C'est comme s'il revenait un peu d'un côté narcissisme. Là, il pense encore à son image, comment je dirais ça, donc au scandale qu'il aurait pu créer, puis bon, tout ça. Donc, c'est un petit peu narcissique tant qu'à moi. Je demande aussi pardon à tous ceux à qui j'aurais pu faire du mal ou du tort, aussi de la manière dont je me suis comporté dans la cour au moment de ma sentence. Ici, on n'en dit pas plus, malheureusement. C'est quoi ce comportement-là lors de la sentence? J'avoue ici d'avoir manqué de charité envers quelques-uns. Je leur en demande pardon. Pour moi, je pardonne de bon cœur à tous universellement tout le mal qu'ils auraient pu me faire. Bon, il joue pratiquement la victime. Je me recommande à vos prières et j'espère que vous ne m'oublierez pas devant le Seigneur. J'ai déjà éprouvé les effets de sa bonté par les secours que j'ai reçus de la religion catholique romaine, qui est la seule ressource qui reste à un infortuné après le naufrage. Bon, c'est quasiment poétique son affaire. Pour moi, c'est pas... il l'a pas écrit tout seul, ce message-là. Bref, si j'en avais suivi régulièrement les principes, je ne serais pas sur le point de terminer mes jours. Vous voyez mon état, vous êtes... une faute ici. Profitez-en et connaissez quel est le néant de ce monde. Ha! Chers compatriotes, si vous pouviez voir les choses des yeux dont je les vois à présent, que vous seriez bien détrompé de toutes les vanités et de toutes les illusions de la vie. C'est merveilleux. Vous comprendriez, bien qu'il n'y a rien de solide que de servir Dieu, mon heure est venue, la vôtre viendra. N'attendez pas alors à vous y préparer. Bon, c'est encore merveilleux. Puis-je demander de plus grande grâce à Dieu que d'avoir eu le bonheur de souffrir et de lui offrir le sacrifice de ma vie pour l'expiation de l'énormité de mes péchés. Ah, Seigneur, ayez pitié de mon âme qui vous a coûté si cher et que vous avez daigné racheter au prix de votre sang. Et là, que de gravité, blablabla. En tout cas, on va terminer avant de commenter. Il faut donc que je quitte mes parents, mes amis et ma tête pour être livré au bourreau. Le coup, sans doute, est affreux pour des parents. Mais enfin, Dieu l'a voulu, il faut donc se résigner à ses décrets. Je m'humilie en sa présence. J'adore ses décrets sur moi et je lui fais de bon cœur le sacrifice de ma vie. Je vous parle et vous vois pour la dernière fois.
de ma vie. Encore un petit peu narcissique, là, c'est comme s'il parlait toujours de lui, de lui, de lui, de lui. Bref, je vous demande le secours de vos prières. Si j'obtiens miséricorde, comme je l'espère, je ne vous oublierai pas devant Dieu. Quasiment manipulateur jusqu'à la dernière minute, hein? En tout cas, si cette phrase est vraiment de lui, c'est comme de dire, ben, si vous m'aidez, je vais vous aider en retour dans l'au-delà. Bon, bref, on peut y croire ou pas, mais priez, cœur juste, priez pour un infortuné qui part pour l'éternité. Ami du peuple. Wow, méchant ami du peuple. Il y a quand même un meurtre assez sordide et disgracieux et lâche aussi. Hein? Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est les dernières paroles d'un narcissique là, qui, bon, est pas vraiment sincère, puis en plus, aucune allusion à sa victime. Alors, voilà, ça vaut ce que ça vaut tant qu'à moi. Donc, on va terminer sur un fait assez étrange qui a été publié, on revient d'ailleurs quelques jours auparavant, donc le 26 août, publié cette fois dans la Minerve, et il y a quelqu'un ici qui semble anonyme, en tout cas, qui écrit à l'éditeur de la Minerve. On va le lire ensemble, ça vaut la peine. Ayant appris que plusieurs individus disaient hautement que la personne accusée par l'infortuné Dewey comme étant l'auteur ou l'instigateur de sa jalousie était M. François Mercure, marchand de cette ville, j'ai cru devoir m'adresser à lui pour obtenir communication de la lettre qu'il avait reçue de Dewey, quelque temps après son emprisonnement ici, afin de voir si le langage contenu en était conforme à ce que Dewey m'a lui-même dit à ce sujet. Il n'y a que quelques jours. Je ne puis mieux faire que de vous l'adresser pour que vous la rendiez publique. C'est un acte de justice que je vous prie de rendre au jeune monsieur qui y est intéressé. Signé un ami de la justice le 2 septembre 1833. Donc, c'est curieux que ça a été... Ah non, je me suis trompé. Ça a été publié le 5 septembre. Fait que c'est dans la Minerve du 5 septembre. Donc, c'est après l'exécution. Je m'en excuse grandement, chers amis. Et la lettre que M. Dewey aurait fait parvenir à M. François Mercure, c'est le 6 mai 1833. Et là, on commence à se demander, c'est qui ça, ce François Mercure-là? On va lire d'abord la lettre de Dewey. Donc, il écrivait « Cher ami, je suis informé par plusieurs que tu refuses de venir me voir en donnant des excuses de quelques faux rapports que tu as reçus. Mais je te prie de ne point t'en rapporter à ces sortes de trigots et tu verras que tu n'apprendras rien de ma part qui pourrait te blesser. Au contraire, que des louanges telles que tu mérites. Ah, cher François, je t'ai toujours considéré comme mon meilleur ami, on peut en douter, mais aujourd'hui tu me prouves le contraire. Et pourquoi? Je l'ignore. Je voudrais te donner une faible idée de ma déplorable situation. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, mais dans la première partie en haut, on disait que ça laissait entendre que peut-être, il était question de jalousie. Est-ce qu'il accusait faussement François Mercure? Parce que là, on sait que c'est un manipulateur jaloux, possessif, etc. On le sait maintenant. Donc, est-ce qu'il faisait de la paranoïa aussi, puis il projetait que Euphrasine avait un amant quelque part et tout ça? Donc, c'est peut-être ça, là. Je sais pas. Mais bon, ça faudrait consulter peut-être le dossier judiciaire qui pourrait nous aider. Mais voilà. Donc, ça met fin à ce dossier de Euphrasine Martineau. Évidemment, les meurtres domestiques d'aujourd'hui commis par des conjoints jaloux, possessifs, etc., ne se terminent plus sur la potence. Malheureusement, diront certains. Heureusement, diront d'autres, parce que, on peut être contre, évidemment, on a une société qui a évolué. Donc, on peut être tout à fait contre ces meurtres-là, évidemment, et être contre la peine de mort aussi. Personnellement, je déplore ce type d'homicide-là qui est épouvantable. Là. Je sais que, je ne veux pas faire la morale à personne. Même le premier ministre François Legault l'a déjà souligné que, c'était des gars qui devraient consulter, qui devraient se faire aider.
Ces types de personnalités masculines-là qui veulent absolument contrôler la vie de leur conjointe ou de leur conjoint aussi, là. Tu sais, je veux dire, on est en 2022, hein? Fait qu'un conjoint ou une conjointe, peu importe le sexe, peu importe le genre et tout ça, je veux dire, un conjoint ou une conjointe qui est manipulateur ou manipulatrice, ça n'a plus sa place. Mais malheureusement, il en reste encore. Il va en rester peut-être encore longtemps. On le voit ici, là, ça fait au moins 200 ans qu'on connaît ça. C'est malheureux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne sais pas contre ça, mais en parler, je pense, c'est déjà une première étape. Et déjà, on voit que, bon, le cas d'Euphrasine Martineau, on aurait pu s'abstenir de la date, puis ça aurait été comme si on décrivait un meurtre qui a été commis la semaine passée. Alors, ça ne change pas vraiment, malheureusement. Sur ce, bonne journée. Au revoir.